le génie civil est très friand de la théorie des poutres. C'est un domaine de prédilection de ses compétences. Eiffel, par exemple, il a réussi à faire sa tour grâce à la théorie des poutres. Autrement, il n'aurait jamais monté sa tour Eiffel. D'accord? Donc à cette époque-là, bon, 1900, ça commence à dater un petit peu, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était effectivement révolutionnaire et les calculs étaient analytiques. Ils faisaient tout à la main. D'accord? Bon, maintenant, on est quand même assisté par le numérique. On peut utiliser aussi les logiciels d'éléments finis, mais sachez que parfois, certains modèles analytiques peuvent être plus précis que des modèles mal faits, je dirais quand même mal faits maintenant, d'éléments finis. D'accord? Voilà. Bon, je vais enregistrer la séance. Alors, pour enregistrer, c'est... Donc, si vous avez des questions à distance, alors, bon, on n'a pas vraiment de contact. Ce matin, c'était plutôt... Recording in progress. Merci. Donc, en fait, n'hésitez pas à intervenir, à m'interrompre, à poser des questions. Je vais essayer d'afficher le chat. Donc, ce que je vous demande à distance, je n'ai pas tout le chat aussi, malheureusement, parce que je ne peux pas voir. Allez, je vais mettre le chat là. Bon, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. À distance, on connaît la difficulté, de ne pas trop vous endormir. Voilà. Bon, allez, on est parti. Voilà. On va faire l'autre parce que... Bien. Alors, en fait, sur cette séance, on va voir le premier chapitre, on va essayer. Donc, une première introduction, d'accord? Au niveau de l'RDM, vous allez voir qu'on a une démarche de résolution qui est toujours la même. Donc, on va vous présenter ce schéma. Objectif pour vous, c'est de bien vous le mettre en tête et de le respecter. Avec rigueur, vous allez voir que les étapes sont très simples. La seule difficulté que vous avez à avoir, c'est de maintenir une rigueur par rapport à ce que vous faites. D'accord? Donc, en fait, démarche simple, mais il faut la faire de façon rigoureuse. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter à la fin. Hein? Même si les choses vous paraissent faciles, il faut le faire correctement. Il y a énormément d'erreurs qui sont induites par, en quelque sorte, entre guillemets, on va dire une négligence, ou des personnes qui disent, tiens, ça, c'est pas la peine de le faire, je saute l'étape, et puis je passe à la suite. Souvent, ça peut être source d'erreur. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les hypothèses de la RDM, que vous avez ici. Ensuite, on va faire des choses qui sont très importantes, des rappels de statique. Donc là, normalement, c'est terrain connu, d'accord? Mais en tout cas, pour vous, les notions que vous avez vues en statique sont très importantes. Vous devez quand même les maîtriser. Et nous, on va en utiliser une partie pour notre théorie, donc la résistance des matériaux. Vous allez voir qu'on n'utilise que certaines parties et d'une façon un peu particulière. C'est tout. Toujours par des raisons de simplification. Et enfin, si on a le temps, donc avec vos collègues ce matin, je n'ai pas eu le temps, on va essayer d'aborder ce qu'on appelle les équations d'équilibre en RDM. C'est toujours en quelque sorte de la statique. D'accord? Mais on va rentrer un peu maintenant dans la description de notre menu. Alors, avant, j'avais un menu qui s'affichait, maintenant il ne s'affiche plus. C'est pas grave. Donc, introduction. Bien. Alors, qu'est-ce que la résistance des matériaux? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cours, en fait, constitue effectivement la base des sciences de dimensionnement des structures. Les premiers éléments qu'on a réussi à dimensionner, ça a été des poutres. D'accord? Historiquement. Donc, on a commencé par ces éléments simples, et petit à petit, on a développé une théorie pour d'autres géométries, jusqu'à maintenant l'utilisation des éléments finis, qui, dans sa conception, en fait, est une approche de modélisation de tout petits volumes, de volumes élémentaires, et on étudie la progression des contraintes à l'intérieur des pièces. D'accord? Mais en quelque sorte, on parle d'un tout petit élément qui est infiniment petit. C'est un peu étonnant, quoi. Hein? Et la discrétisation de votre calcul, donc la taille la plus petite de l'élément que vous allez prendre, aura une incidence soit sur la qualité de vos calculs, soit sur les erreurs que vous pouvez générer dans vos calculs. Pourquoi? Parce que les ordinateurs, ça fait des calculs avec des erreurs. D'accord? Imaginez que vous modélisiez une pièce avec des tout petits éléments. Comme on va progresser à l'intérieur, en quelque sorte, de la pièce pour faire vos calculs, eh bien, vous allez cumuler les erreurs. Tout simplement. Par raison d'arrondis successifs. D'accord? Donc, ça peut avoir aussi des effets néfastes. Donc, il y a des techniques maintenant qui sont utilisées pour essayer de déterminer le juste nécessaire au niveau des éléments que vous allez prendre pour pouvoir faire un calcul correct. D'accord?
Voilà, donc là, c'est les petites techniques que vous verrez en élément fini pour ceux qui poursuivront. Et maintenant, avec des usages, de tester la taille optimale des éléments que vous allez utiliser pour pouvoir faire vos calculs. Autrement, après, vous dérivez, vous partir vers des erreurs. Alors, elle va permettre, à partir de ce qu'on appelle des critères de résistance, là, en quelque sorte, vous avez vu un essai de traction tout à l'heure. Donc, en fait, vous savez qu'il y a bien une limite à ne pas dépasser. D'accord? Et bien, tous nos calculs seront reliés à cette limite. Et on va pouvoir en établir un critère de résistance. Donc, la limite d'élasticité d'un matériau va nous servir comme d'une valeur butoir que nos contraintes ne devront pas dépasser. D'accord? Difficulté, c'est vous avez vu ça pour un essai de traction, alors que nous, on va pouvoir le faire pour n'importe quel type de sollicitation sur une pièce. D'accord? Et ensuite, de déformation admissible. Ben oui, pourquoi? Parce que, en fait, dans certains cas, l'usage d'un mécanisme, eh bien, vous êtes limité dans les déformations que peuvent subir les pièces. Exemple, un arbre se met en rotation, il se met à vibrer. En fait, s'il se déforme énormément, vous allez avoir un phénomène de vibration qui va s'instaurer dans la pièce et qui est intolérable. Donc, en fait, pour pouvoir limiter ça, vous allez dire, en fait, cet arbre ne doit pas se déformer au-delà d'une certaine valeur. D'accord? Nous avons avoir une flèche trop importante. Après, on peut avoir des problèmes de contact. Une pièce se déforme et elle va frotter, par exemple, sur un logement. Vous allez avoir des phénomènes d'usure qui vont apparaître. D'accord? Et ça, quelque part, c'est intolérable. Vous pouvez avoir aussi des limites qui sont données par la connaissance, en fait, la connaissance du domaine. Dans le génie civil, par exemple, lorsque vous vous déplacez sur un plancher, il est normalement, conventionnellement admis, que la flèche maximale, c'est-à-dire la déformation maximale que va prendre votre poutre, en son milieu, ne va pas dépasser 1/200 de l'élancement. En gros, on va dire 1/200 de la longueur de la poutre. Au-delà de cette déformation, eh bien, vous avez une sensation en fait, de déformation, vous la percevez, cette déformation, et en quelque sorte, vous vous sentez en insécurité. Donc, en fait, il est convenu nettement dans le bâtiment que la flèche ne doit pas dépasser la déformation maximale, déplacement maximal, eh bien, ne doit pas dépasser 1/200 de cette flèche. Et en fait, si on regarde la contrainte que subit la poutre pour avoir cette déformation, eh bien, il s'avère que la contrainte subie est très très faible. Mais là, c'est une autre condition d'usage, qui va limiter le comportement et qui va vous donner une limite. Donc, cette théorie que l'on va voir ensemble, en fait, elle fait partie de la mécanique des milieux continus. C'est-à-dire que nous, effectivement, on ne considère pas notre milieu comme discontinu. Parce que vous savez parfaitement qu'en fait, le milieu, il a comme caractéristique d'être discontinu. Si je suis à l'échelle atomique, c'est un grand tas de vide. Il n'y a rien. Donc, nous, on va en quelque sorte homogénéiser ce modèle et lui donner une valeur à notre taille, en quelque sorte, à notre dimensionnement, qui va pouvoir caractériser le comportement qu'on va observer. D'accord? Donc, en fait, elle est utilisée dans la conception mécanique, bien entendu, mais elle est utilisée, cette théorie, spécifiquement dans le génie civil, beaucoup, tout ce qui est pont, etc., eh bien, sont gérés par de la théorie des poutres, et bien sûr dans des bureaux d'études aussi pour des dimensionnements de structure. À l'intérieur de mécanismes, vous pourrez extraire des pièces qui s'assimilent à des poutres et vous pourrez les dimensionner à partir de votre théorie. D'accord? Voilà. L'idée de cette théorie, c'est qu'en fait, on va partir d'un comportement global de cette structure. On va aller chercher le chargement sur une structure ou sur une pièce. Ça, vous l'avez déjà fait en statique. D'accord? On va partir de cette approche globale et, grâce à la théorie de la résistance des matériaux, on va être capable de déterminer un comportement local. Et pour nous, le comportement local, qu'est-ce que ce sera? Ce sera la contrainte et la déformation, en tout point du matériau. D'accord? Donc, idée, j'ai une pièce qui va être chargée. Globalement, je peux lui appliquer les théorèmes de la statique, donc connaître les efforts et les sollicitations à laquelle est soumise cette pièce ou cette structure. D'accord? En conséquence, je vais pouvoir rentrer dans le détail, dans la distribution des contraintes à l'intérieur de ma pièce, et donc, on va pouvoir déterminer le point qui est le plus sollicité. On va dimensionner notre pièce en fonction de cette valeur qu'on aura trouvée. D'accord? Donc, on parle bien d'un système global, de l'observation d'une poutre complètement, pour arriver à quelque chose qui se trouve en un point particulier, où on va regarder les phénomènes qui se produisent. Voilà. Alors,
en fait, d'où vient cette théorie? Eh bien, cette approche, elle est quelque part naturelle. Si on regarde un peu, si on devait vous proposer un classement, une classification en famille des objets qu'on a autour de nous, eh bien, il s'avère qu'on va pouvoir faire rentrer ces objets, les éléments observés, dans des gammes de géométrie particulières. D'accord? Et en fait, il y en a 3. Première caractéristique, première famille, c'est ce qu'on va appeler des types. En fait, si vous regardez la description de votre objet, vous allez voir s'il n'y a pas une dimension de l'objet qui est largement supérieure aux deux autres. C'est directement le cas de pièces prismatiques. Regardez ici les exemples qui ont été pris. Déjà, la nature elle-même s'en inspire. Regardez à Stonehenge. En fait, on a bien au niveau de l'usage des pierres qu'ont fait les personnes. Ils auraient pu prendre des pierres classiques. En fait, elles ne sont pas quelconques, ces pierres. Ces pierres, elles sont quoi? Elles ont une grande longueur et elles ont les deux autres dimensions qui sont petites. En fait, pourquoi les personnes ont fait ça? C'est parce que naturellement, la pièce, de par ses proportions géométriques, a des altitudes de résistance particulières. D'accord? Elle va avoir une tenue, et c'est cette tenue-là que les personnes ont utilisée pour faire leur monument. Alors qu'à l'époque, ils ne faisaient pas du tout de calcul de RDM, mais ils avaient déjà constaté effectivement que ces pièces, qui étaient en quelque sorte allongées, avaient des altitudes qui étaient particulières, et qu'elles étaient capables de supporter des actions mécaniques particulières. Donc, ils ont fait des choses comme ça. Si vous regardez ensuite les dolmens, d'accord, en fait, ils ont utilisé en quelque sorte une autre géométrie. Alors ici, je ne l'ai pas représenté, mais qui serait là, est en fait des plaques. C'est-à-dire qu'ils sont aussi aperçus que s'ils prenaient une grande pièce plate, elle avait des aptitudes à résister. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des domaines, tout simplement. Et les autres géométries, ils ne les utilisaient pas. En particulier, ces éléments-là, à l'âge préhistorique ou même dans la nature, d'accord, ils n'ont pas d'aptitude particulière, ils n'ont pas de spécificité d'usage. C'est tout, c'est gros, c'est volumineux. On ne sait pas trop ce qu'on peut en faire exactement. Donc en fait, déjà naturellement, d'accord, eh bien, les géométries, elles existent de par leur nature à résister. Donc, quelles sont ces 3 familles? Eh bien, on a ce qu'on appelle des poutres, donc une dimension supérieure aux deux autres. Après, on va concevoir nous-mêmes des mécanismes, d'accord, qui sont simplement, quand on les regarde dans le détail, une association de poutres. Et ensuite, on va sophistiquer la chose, d'accord. Et si vous regardez ici, à une certaine époque, la catapulte, qu'est-ce que c'est? En fait, cette catapulte, elle est en gros réalisée par un assemblage de poutres, d'accord. Et ces poutres, elles vont avoir des aptitudes à résister. D'accord? Et ça s'est fait un peu naturellement. On a constaté effectivement qu'on avait des aptitudes de résistance sans trop comprendre pourquoi. On n'avait pas de modèle. Autre famille de pièces, c'est ce qu'on appelle les coques éplanes. En fait, c'est le contraire. Regardez, ce sont des pièces où une dimension est largement inférieure aux deux autres. Regardez en fait des pots en terre cuite. L'épaisseur du pot, elle est largement inférieure aux deux autres dimensions qui caractérisent la géométrie de l'objet. Et ça, la nature, elle le fait déjà. En fait, dans la nature, si vous regardez les coquillages, oui, effectivement, ils ont une coquille. Une coquille, qu'est-ce que c'est? C'est une géométrie particulière, d'accord, qui est fine. Et en fait, il y a deux autres dimensions qui sont importantes. Et bien ça va donner des aptitudes de résistance, d'accord, propres à l'objet. La nature a très bien fait les choses. Vous avez déjà vu ces expériences avec les œufs. La géométrie d'un œuf, qu'est-ce que c'est? C'est une coque. Pourquoi la nature n'a pas fait autre chose? Parce qu'on n'en avait pas besoin. Elle a fait simplement une coque. Pourquoi? Parce que cette géométrie-là, naturellement, tient. Donc, petit à petit, par sélection, on s'est mis à faire des œufs. Et on n'a pas créé des bazars qui étaient de 3 km d'épaisseur. D'accord? Donc, en fait, si vous regardez autour de vous, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Un arbre, c'est un assemblage de poutres. Tout simplement. Donc, la nature, en fait, effectivement, utilise ces géométries. Pourquoi? Parce que naturellement, ça tient. Ça a des aptitudes à se comporter, à subir des chargements, d'accord, qui sont propres à leur géométrie. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a reproduit ce que faisait en quelque part la nature. On a fait des poutres. Oui, on avait des arbres. On a fait des poutres, d'accord? Et en fait, on s'est aperçu ensuite que la distribution des contraintes à l'intérieur de ces poutres va répondre effectivement à une organisation particulière qui font que ces pièces, ces géométries sont aptes à résister. Et enfin, on a les dernières géométries, d'accord, qui sont en fait les solides. En fait, ce sont les objets qui ne rentrent pas dans les 2 premières classes, tout simplement. Et en fait, là aussi, ces objets vont avoir certaines aptitudes
Bon, effectivement, pour pouvoir faire une presse, on va utiliser un objet massif. D'accord? Une poutre, ça ne s'y prête pas. Une coque, pareil. Donc, en fait, on va tomber dans l'objet massif. Donc, vous voyez, on peut décliner comme ça les fonctionnalités de par les géométries des objets. Première chose que vous aurez à faire, vous, pour savoir si vous pouvez appliquer votre théorie, eh bien, c'est voir si l'objet en question, d'accord, rentre dans une gamme de familles particulière. Alors là, je vois des gourdes, admettons, sur les tables. D'après vous, une gourde, qu'est-ce que c'est? C'est une poutre? C'est une coque? Alors, une coque? On pourrait effectivement imaginer que c'est une coque, d'accord? Mais en fait, lorsque vous allez coucher, par exemple, la poutre et que vous allez appuyer dessus, eh bien là, elle va résister comme une poutre. Elle a une section, d'accord? En fait, c'est la section, effectivement, de l'enveloppe. Et elle a une longueur qui est quand même plus importante, effectivement, que les deux autres. On est d'accord? Donc, en fait, vous voyez que cette pièce très simple, ben, elle est à la jonction, à la frontière d'une poutre et d'une plaque de coque. En fonction des sollicitations qu'elle va avoir, on sera plus sensible à la notion coque. Ben oui, si je fais monter la pression à l'intérieur de cette gourde, ben là, c'est plutôt ces capacités de coque qui vont entrer en ligne de compte. Si je la couche entre deux appuis, ces aptitudes de poutre qui vont entrer en ligne de compte. D'accord? On est capable, effectivement, de faire un peu fléchir cette gourde si elle est appuyée sur deux appuis. D'accord? Et en fait, les modèles qui seront mis en jeu ne sont pas les mêmes. D'accord? Ça va? Donc, vous voyez, en fait, on a bien une théorie, on a un modèle, et après, on a quand même une certaine liberté d'interprétation, et ça, c'est le boulot de l'ingénieur. C'est l'ingénieur qui va prendre les choix et qui saura un peu les limites de son modèle. Si on continue, oui, c'est un trébuchet, vous avez raison. Donc, c'est un trébuchet. Et ça catapulte quand même. Mais vous avez raison, on va changer le terme, merci. Et après, si on regarde ce qu'on a fait, bah, petit à petit, forcément, on a exploité ces formes de plus en plus, et on va les retrouver dans les structures. Et la conception même de ces objets fait directement appel à ces géométries particulières. D'accord? Si vous regardez à gauche, effectivement, dans le bâtiment, bah, tout ce qui est béton, ossature de toit, ce sont des poutres. C'est un assemblage de poutres, et dessus, on va déporter des charges. Si vous regardez ce qu'est une plateforme pétrolière, eh bien, c'est un assemblage de poutres soudées, d'accord, avec des planchers, et toute la structure porteuse, ce sont des poutres. Et si vous regardez, mettons, un radiotélescope, d'accord, eh bien, c'est la même chose, c'est un assemblage de poutres qui va avoir une certaine tenue, et on va pouvoir en faire des structures énormes. OK? Donc, tout ça, ça va rentrer dans une gamme. Ensuite, plaque et coque. Si vous regardez un avion est en gros constitué que de plaques et de coques. D'accord? Et l'assemblage de tout ça va lui donner une certaine résistance. Donc ici, par exemple, ça c'est effectivement dans l'aviation, hein, c'est de l'aluminium, c'est une grande plaque en aluminium, et en fait, c'est l'intrado ou l'extrado d'une aile d'avion. Les casques, d'accord? Les casques de moto, eh bien, c'est aussi une coque. Et les avions, j'y reviens pas. Et enfin, on a les autres géométries. Vous voyez, en fait, les brise-lames, les brise-lames qui sont conçues, ça ne rentre ni dans une poutre, ni dans une coque et plaque. C'est un objet massif qui va avoir ses propres aptitudes, ses propres caractéristiques. Au niveau des éléments mécaniques, dans le mécanique, il y en a plein, des objets comme ça. Bon, là, on prend par exemple une tête de forage comme exemple, une aptitude. Bon, ça, effectivement, ça n'est ni une poutre, ni une coque, d'accord? Et cet objet-là, on va pouvoir le calculer avec une théorie particulière des éléments finis. Et même chose, on prend une pièce automobile, il y a plein de pièces dans l'automobile qui ne sont ni des poutres, qui ne sont ni des plaques et coques, et qui rentrent dans un domaine de pièces massives. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacune de ces familles, on a développé une théorie. D'accord? Une théorie existe qui est capable de calculer la distribution des contraintes à l'intérieur de ces géométries. D'où la justification encore plus de ces familles. OK? Voilà, donc tous les objets autour de nous sont des familles. Si vous regardez autour de nous, très facilement, vous allez pouvoir comme ça classer les pièces. Si je vous parle de la dalle de feu au plafond, vous rangez ça tout de suite dans quel type de pièce? Voilà, plaque. Si vous regardez les réglettes qui soutiennent les plaques de sous-plafond, ce sont des poutres, vous voyez? Et automatiquement, une théorie va pouvoir aller sur ces géométries.
Maintenant, on va prendre une autre pièce. Regardez la table que vous avez en face de vous. Et après vous, qu'est-ce que c'est? C'est une plaque? Une poutre? Ça dépendra. D'accord? Effectivement, une approche poutre va vous donner certains résultats. Exemple, je charge cette table avec des éléments. D'accord? Et bien en fait, je vais pouvoir calculer sa déformation avec une théorie des poutres. Vous avez votre collègue qui est appuyé les deux coudes sur la table. Je veux savoir comment elle se déforme. Et bien là, la théorie de la poutre ne fonctionnera plus. Alors, on prendra une géométrie qui sera plutôt plate. Ça va? Vous voyez hein, cette distinction qu'on est amené à faire, eh bien, c'est l'ingénieur, effectivement, qui doit la faire. Un petit exemple, comment on va dimensionner ça? Vous avez vu les essais de traction tout à l'heure. Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des critères de sécurité. Le critère de sécurité sera toujours ramené à l'essai de traction que vous avez vu. D'accord? Cette valeur de limite d'élasticité représentera pour nous une limite à ne pas dépasser. Et on sera capable de faire une équivalence entre l'état de contrainte d'une pièce et la contrainte qu'a vu ce même matériau lors d'un essai de traction. Et on s'arrangera effectivement pour que la contrainte maximale ne soit jamais atteinte pour le matériau en tout point de ce matériau. D'accord? Donc en fait, toutes les théories que vous allez voir seront toujours reliées à cet essai de traction tout simple. Donc ici, premier critère que l'on peut utiliser, et c'est ce qu'on appelle le critère de la contrainte ultime. Toutes les contraintes à l'intérieur d'une pièce ne devront jamais dépasser cette contrainte ultime. Cette contrainte ultime est reliée à l'essai de traction. Autre contrainte que l'on peut avoir, c'est aussi une contrainte dite de déplacement maximal, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Exemple, je ne souhaite pas qu'une poutre prenne une flèche trop importante, d'accord, donc se déforme de trop pour des raisons d'usage. Et en fait, si on prend un exemple très simple, toujours cette essai de traction, et bien là, en fait, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, si jamais la contrainte dépasse cette contrainte ultime, qu'est-ce que l'on risque d'avoir? La rupture. Et si la longueur de cette même pièce dépasse une longueur ultime, qu'est-ce que l'on risque d'avoir? On peut avoir effectivement la rupture, et ça, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de défaillance. On va avoir défaillance de la structure, et c'est à nous à définir la défaillance, on a des différents. Une déformation plastique, par exemple, peut être une défaillance. Bon, là, je mets une lourde, là, la lourde rouge. Si vous la tournez un petit peu, elle a subi une déformation plastique. Tournez là, vous l'avez tapé sur la tête de votre voisin. Touche pas ma lourde, c'est la mienne, aussi d'ailleurs. En fait, vous battiez à deux. D'accord? Eh bien, cette déformation plastique n'est pas, à la limite, une défaillance pour l'usage de l'objet. D'accord? On peut tolérer effectivement qu'une lourde prenne des corps. Dans certains cas, ce n'est pas possible. OK? Voilà, donc ces modes de défaillance, vous voyez, en fonction de l'usage des éléments que vous allez avoir, peuvent changer. Et très souvent, ce sera lié à des normes d'usage des pièces. Hein? Donc, quand vous allez travailler dans le domaine, eh bien, vous devrez vous intéresser aux normes qui régissent le domaine pour voir effectivement ce qui est accepté. Ce genre d'impact, par exemple, sur des bouteilles de gaz, à ces niveaux-là, serait refusé. La bouteille de gaz, par exemple, serait automatiquement rebutée si on avait des impacts comme ça un peu croqués. D'accord? On comprend. Par contre, les déformations, si vous regardez un peu, on peut avoir des petites déformations de surface. Là, j'en vois avec les reflets. Ça, les bouteilles de gaz le tolèrent. On remet la bouteille en service. Et parfois, dans certains pays, on tolère beaucoup. Voilà. Alors, objectif de notre cours de RDL. On va vous présenter la fameuse démarche à adopter, c'est ce qu'on va aborder juste après. On va voir un ensemble d'hypothèses que l'on a à vérifier. La théorie qu'on va voir, c'est une théorie simplifiée, par contre, elle a ses exigences. En termes de géométrie, on a déjà vu quelques éléments, et d'autres données que vont devoir vérifier votre problème, que va devoir vérifier votre problème. Si vous oubliez de vérifier ces éléments, il se peut tout à fait que le calcul que vous allez faire sera totalement non valable, ne sera pas valable. D'accord? Donc il faut absolument faire attention à ces hypothèses. Parfois, elles sont totalement oubliées, parce que vous allez vous lancer dans un calcul théorie des poutres, qui ne sera absolument pas valable. Vos résultats numériques ne prédiront rien du tout. D'accord? Donc, voilà, il faut y faire attention. Ensuite, on va voir une introduction aux contraintes et aux déformations. Donc, tous ceux qui se destinent au département génie civil, des contraintes et des déformations, je pense qu'ils vont le revoir. Ceux qui se destinent aussi à des circuits mécaniques, d'accord, effectivement, ils doivent maîtriser ce qu'est une contrainte et une déformation.
Donc, on verra pas. Et enfin, on va voir les sollicitations simples. Il y en a d'autres, mais pour ce cours d'initiation, on va se contenter des 4 principales. La sollicitation simple de traction, on a des pièces effectivement qui sont soumises à traction, comme celle de l'essai de traction, tout simplement. On va avoir celle de cisaillement. Alors oui, admettons, quand vous voulez couper une tôle, qu'est-ce que vous faites? Vous exercez un cisaillement. La torsion et la flexion. La flexion, c'est vraiment la sollicitation par excellence que l'on retrouve dans énormément de cas. Admettons, si je reviens, pour ceux qui ne sont pas là, au faux plafond de la salle, les poutres qui soutiennent les plaques sont soumises à la flexion. Votre table qui est en face de vous est soumise à la flexion. Énormément d'éléments sont soumis à flexion. On pourrait faire le tour et commencer à lister. Les tuyaux de chauffage, par exemple, par leur poids propre, sont éventuellement soumis à flexion. D'accord, etc., etc. Donc la flexion, c'est vraiment celle généralisée. Et on va passer un peu plus de temps dessus. Qu'est-ce que vous devrez maîtriser à la fin du cours? Si vous écoutez bien et si vous posez toutes les questions que vous avez envie de poser, vous maîtriserez les bases de la RDM. Quand on entend RDM, sous-entendu théorie des poutres. D'accord? C'est vraiment une association classique. Donc dès que vous parlez cours de RDM, vous allez tout de suite faire l'analogie. C'est un cours de théorie des poutres. Et puis voilà. Ensuite, vous saurez poser et résoudre un problème de RDM. D'accord? Sur les systèmes poutres, bien entendu. Plaque et coque, c'est l'objet d'un autre cours, un groupement. Voilà, et vous serez capable de vérifier, dans un souci d'économie matière, donc de coût aussi, par conséquent, que les poutres vont être capables de supporter sans endommagement les chargements qui les sollicitent et permettre d'avoir des déformations dans des limites acceptables. D'accord? Donc vous serez capable de déterminer les contraintes, les seuils de contraintes que vont subir les pièces. Vous serez capable de déterminer les déformations que vont subir ces pièces. D'accord? Et tout ça, effectivement, dans un souci d'économie. L'économie, ben oui, elle est quelque part naturelle, et quand vous serez en milieu industriel, ce sera encore plus contraint. On aura vraiment des exigences de coût pour vous. Choix des matériaux, choix des géométries, qui vont amener des procédés de fabrication plus simples. Et Eiffel, l'une de ses grandes qualités, c'est que pour réaliser certains éléments, certains ponts par exemple, il était beaucoup moins cher que ça. D'accord? Parce qu'il utilisait beaucoup moins de matière. Tout simplement. Le procédé qu'il avait mis au point et les calculs qu'il mettait au point pour calculer ces structures étaient beaucoup moins coûteuses que des ponts classiques, pierre, qui demandaient beaucoup plus de travail. Voilà. Donc, il est à l'initiation. Là, peut-être que vous le savez, mais c'est lui qui a inventé aussi les préfabriqués. Pourquoi il a réussi, par exemple, à construire la Tour Eiffel aussi rapidement? C'est qu'il amenait des composants poutres qui étaient préfabriqués en atelier, alors que les autres construisaient tout sur place. D'accord? Donc, la préfabrication est aussi un des éléments intéressants. Et dans le génie civil, au niveau des ponts, on utilise énormément la préfabrication. Voilà pour cette introduction. Donc, qu'est-ce que l'on a appris ensemble? En fait, ces familles de pièces, déjà important pour vous. Et qu'est-ce que l'on a vu sans creuser? En fait, les morphologies donnent des aptitudes particulières à supporter les charges extérieures. Donc maintenant, on va avoir la démarche de résolution et la schématisation d'un problème de RDM. Alors, on va partir de ce petit exemple, d'accord, du génie civil. On a par exemple une automobile qui va se déplacer sur un pont, donc très très simple, très schématique. Et donc, il y a la masse de la voiture, largement. Le centre de gravité G, on considère qu'il est positionné par exemple à 1 mètre du l'essieu arrière du véhicule. Bref, on caractérise tout ça, on peut tout mesurer. Et on considère, excusez-moi, que le frottement entre les pneus de la chaussée est négligeable. Donc, entre autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que les chargements seront verticaux. Simplement. S'il n'y a pas de composante horizontale, on pourrait tenir compte de l'accélération sur les ponts. On a des phénomènes d'oscillation qui se produisent simplement à cause de l'accélération du véhicule sur des ponts. Et bien en fait, la résolution de ce problème va répondre à 3 étapes. On les détaille un peu plus. Première étape, il va falloir passer du cas réel, là ici en quelque sorte, au cas ici schématisé. On va voir comment procéder. Et pour ça, on va devoir identifier le composant, schématiser ce composant. On va devoir identifier les liaisons qui relient ce composant à son environnement.
Et on va devoir poser là-dessus les hypothèses de la RDM pour voir si les caractéristiques de ce pont correspondent bien à une théorie des ponts. Alors, ce petit exemple, il a été pris un peu exprès. Hein. Vous voyez qu'à la limite, si on prend le pont dans sa globalité, ça ne ressemble pas à une pièce prismatique. D'accord? On n'a pas effectivement une longueur plus longue que l'autre, puisqu'on a des arcades, on a des éléments comme ça. Donc, ici, qu'est-ce que l'on calcule dans ce genre de structure? D'accord? Moi, par rapport à ma théorie des poutres, eh bien, je vais pouvoir identifier certaines poutres, vous pouvez déjà le faire. D'accord? Ah oui, le tablier du pont, c'est en quelque sorte une poutre. Une longueur beaucoup plus grande que la section du pont. Et on a aussi d'autres poutres. Regardez par exemple ici, eh bien, ces éléments-là, ma souris, voilà, ces éléments-ci sont aussi des poutres. Donc, vous pourrez les calculer comme des poutres. Et ça se comporte effectivement comme des poutres. De même, regardez la partie supérieure, qui est en arc de cercle en quelque sorte. D'accord? Eh bien, c'est aussi une poutre. Donc, en fait, dans un arc de pont, qu'est-ce que c'est? C'est un agencement de poutres qui sont assemblées les unes avec les autres et dans lesquelles on est capable individuellement de distribuer, de calculer la distribution des charges qui se produisent à l'intérieur. D'accord? Voilà. Donc, en fait, cette modélisation, vous aurez à le faire. OK? Et on va arriver donc à ce schéma. Ensuite, une fois qu'on a cette structure modélisée, on va être capable facilement de déterminer les problèmes de RDM sur des problèmes de statique, les chargements qui s'exercent sur cette structure. Pourquoi? Parce que pour certains, vous avez déjà vu en mécanique du solide, quand vous avez des liaisons, ben en fait, les actions de liaison sont normalement inconnues. Et c'est le chargement extérieur qui s'applique sur la structure qui va vous permettre de déterminer ces réactions de liaison, d'où le terme de réaction. D'accord? On aura cette étape à passer. Et enfin, on va en avoir une troisième, qui sera vraiment la partie supplémentaire qu'on va rajouter à ce que vous connaissez déjà, qui est le dimensionnement de cette structure. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que vous savez? 3 étapes principales. Première étape, identification et schématisation du problème. Deuxième étape, application du PFS obligatoire pour pouvoir calculer le chargement que supporte la structure. Et ensuite, dimensionnement de la structure. D'accord? Si on représente ça dans un tableau un peu plus complet, on va ici, la schématisation, je ne reviens pas, composant, schématisation, liaison, hypothèse. Vous voyez que c'est très ordonnancé. Hein? Donc là, je ne vais pas, vous passez toutes les étapes. Ensuite, la résolution du problème statique. Nous, qu'est-ce qu'il va y avoir particulier? Au niveau de ce problème, on va avoir ce qu'on appelle des chargements actifs. C'est les chargements extérieurs qui s'exercent sur la structure. Et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer des inconnus qui seront les réactions d'appui. En gros, ce n'est que ça, dans la plupart des cas. D'accord? L'objectif de ce calcul de statique, ce n'est que ça. Donc, vous voyez, c'est assez limité par rapport à tout ce que l'on peut faire de calcul de statique. Et ensuite, on va passer à l'étape du dimensionnement. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette étape du dimensionnement? Ici, voilà. Un point qui est très important, c'est qu'on a une méthode de résolution qu'on appelle la méthode des coupures. On va couper virtuellement la poutre en deux pour pouvoir déterminer dans tous les points de la structure l'état de contrainte que subit le matériau. C'est ce qu'on sera capable de faire. D'accord? Et pour ça, il y a une étape qui est importante, qu'on appelle la méthode des coupures, et qui va nous permettre de calculer ce qu'on appellera les éléments de réduction, pour ceux qui en ont déjà fait, ou les éléments de cohésion. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de la résistance des matériaux dans la salle? Non? Personne? Bon, voilà, donc ceux qui en ont déjà fait, bon, ben, voilà, hein. Nous, on va aborder les éléments de réduction. C'est vrai qu'il n'y a aucune difficulté normalement. D'où ici, ça va nous permettre de déterminer ces éléments de réduction. À partir de là, on va être capable de déterminer ces fameuses contraintes, d'accord, ou des déformations, en lien avec les extractions. Et si jamais le critère, le limite d'élasticité, le critère de résistance n'est pas satisfaisant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Redimensionner éventuellement la structure. Donc en fait, ici, on va avoir un bouclage. D'accord? Tout le modèle est posé, mais on va travailler sur la géométrie de la poutre pour pouvoir faire en sorte qu'elle tienne au chargement. D'accord? Donc, à l'aide de ce boucle de calcul, de dimensionnement, on peut faire de base un dimensionnement de géométrie. Donc, vous allez caractériser les dimensions que doivent avoir les poutres pour pouvoir résister. Ou alors, vous allez pouvoir faire un calcul de vérification. Est-ce qu'une poutre que l'on vous donne est correctement dimensionnée?
D'accord? Donc, soit du calcul de vérification, soit du calcul de dimension. Au niveau des critères, soit on passe par les contraintes, soit on passe par les déformations. Dans ce cas-là, on va utiliser un critère de déformation, pas vérifié, rebelote, je remonte ici, et je vais travailler sur la géométrie de ma poutre pour pouvoir satisfaire aux exigences du calcul. C'est l'histoire du plancher que je vous racontais tout à l'heure. On ne doit pas avoir une flèche trop importante, d'accord, pour que les personnes se sentent en sécurité. Ici, par exemple, la dalle se déforme, on la sent pas. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà marché sur des vieux planchers dans des vieilles maisons, hein, dans des maisons assez anciennes, vous avez des planchers qui se déforment énormément. Bon, il y a déjà des gens qui ont vécu ces expériences. Voilà, vous êtes chez les grands-parents, là, et puis ils ont une vieille ferme, et vous montez au grenier, et puis hop, ça se déforme beaucoup. Et en fait, vous vous sentez un petit peu en insécurité. Vous dites, oh là là, ça se déforme ce truc. En fait, la déformation est très faible. Les déplacements que vous ressentez sont importants, mais les déformations sont faibles. D'accord? Donc, vous voyez un peu les conséquences, c'est que vous, quand vous marchez dessus, vous dites, oh là là, je ne vais pas faire trop l'andouille, parce qu'autrement, je vais vous casser la figure, si ça va se casser. D'accord? Et en fait, non, pas du tout. La pièce en question résiste bien. D'accord? Et en fait, vous ressentez un malaise à cause de ça. Maintenant, on prend ça en compte, d'accord? Et dans des maisons actuelles, ça ne pourrait plus se produire. Pourtant, vous avez des planchers en bois, dans certaines habitations, on garde cette solution-là, mais vous n'avez plus cette sensation de déformation du plancher. Pourquoi? Parce qu'on a rentré ça dans les critères de conception. Donc, vous n'avez plus de sensation de déformation. Alors, on va aller voir maintenant nos géométries. On revient dans cette partie 1, d'accord? Et on va aller identifier notre composant. Est-ce qu'un composant est une poutre ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans ce critère? Alors, une poutre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il faut voir une poutre comme une géométrie qui est engendrée par une section droite, d'accord, qui se propage le long d'une poutre. Donc, vous prenez la section à un endroit et vous imaginez que cette section se déplace le long d'une poutre. Et cette section, elle va avoir comme caractéristique de rester perpendiculaire à la courbe qu'elle poursuit. D'accord? Donc, vous imaginez cette section, vous la faites se propager, hop, vous tombez sur une poutre. Bon, il y a tout un ensemble de profilés qui existent dans le bâtiment, hein, des profilés en I, des profilés en U, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est bien la propagation d'un U le long d'une ligne droite. Et à la fin, vous tombez sur la poutre. Toutes les poutres sont générées de cette façon. D'accord? Cette courbe, quelle est-elle? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la fibre moyenne. En fait, on va la faire appartenir au centre d'inertie de la section que vous propagez. Si c'est un carré, bon, c'est pour, hein, c'est l'intersection des deux diagonales. OK? Alors, en fait, la fibre moyenne de la poutre sera effectivement sur, par rapport à ce point. D'accord? Donc, vous imaginez une section. Les sections, elles ont une inertie. Vous prenez le centre d'inertie de cette section. Donc là, vous avez normalement appris à calculer ça l'année dernière. C'est bon? Ça va, ça? Il y a cette section? OK? Bon, et bien en fait, la fibre moyenne passera effectivement par ce centre d'inertie. Okay. Autre caractéristique de cette poutre, la section droite reste toujours normale à la fibre moyenne. OK? Voilà, à partir de là, vous êtes capable maintenant de générer des poutres. On aura quelques proportions à appliquer. On va ici, la figure représente bien ça. Qu'est-ce que l'on a? Une courbe. On a ici des sections. Ces sections sont perpendiculaires. Donc, notez-le peut-être pour ceux qui ont le poli, là, pour bien sûr. Ici, c'est bien perpendiculaire, effectivement, à cette direction-ci. Et toute courbe qui est parallèle à la fibre moyenne, on appelle ça une fibre de la poutre. Et dans certains logiciels élémentaires, on vous permet d'identifier les contraintes en vous propageant comme ça le long d'une fibre. Vous choisissez la fibre et vous calculez les contraintes. D'accord? Qu'est-ce qui va caractériser la section droite? Sa géométrie. D'accord? Et une information qui est importante, c'est la plus grande distance H ici que va posséder la section. Donc maintenant que l'on sait comment sont les sections, on est capable de déterminer cette distance H. D'accord? N'oubliez pas que c'est perpendiculaire toujours à la fibre moyenne. Donc vous voyez, c'est assez simple en termes de description. On continue. Quelle proportion géométrique on doit avoir pour rentrer dans cette famille? Alors, vous avez vu qu'en fait, la jonction n'est pas clairement définie. On a des frontières entre les poutres
et les plaques étoiles. Où est-ce qu'elle se situe? Pour la longueur de cette fibre moyenne, qui caractérise notre poutre, elle doit se situer entre 5H, H représentant la plus grande distance que vous avez dans votre section. Souvenez-vous du petit dessin préalable, je remonte le slide, vous voyez le H, il est là. En fait, pour être sûr d'avoir une pièce qui rentre dans la famille des poutres, eh bien, il faut que la longueur de la fibre moyenne soit située de façon optimale entre 5H et 30H. 5H, ça va donner quoi? En fait, si j'ai L, voilà, qui est inférieur à 5H, d'après vous, on rentre dans quelle famille de pièces? Vous des trois, on rentre dans les autres, les solides. Voilà, les autres, on rentre dans les pièces massives. D'accord? Pourquoi? Parce que la distribution des contraintes ne va pas répondre à certaines hypothèses qu'on pose pour déterminer nos contraintes. Et si L est inférieure et supérieure à 30H, d'après vous, on rentre dans quelle famille de pièces? Alors, je vais prendre un exemple, c'est toujours le même. Je vous donne un fil de fer. On va prendre 5 mm de diamètre. OK? Et on va commencer à allonger ce fil de fer. Qu'est-ce qui va se passer si on commence à avoir des longueurs très importantes de ce fil de fer? Est-ce qu'il va toujours se comporter de la même façon qu'un petit morceau de ce fil de fer? Il va se comporter comment? Comment? Il va se déformer, quoi. Voilà, il va se déformer, mais sans risque. Oui. D'accord? Et là, en fait, vous rentrez dans une autre mécanique qui a aussi sa théorie, qu'on appelle la théorie des cordes. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors, une corde comme amplitude, qu'est-ce qui fait la différence? L'exemple que je prends, c'est toujours le même. Sur une corde, qu'est-ce que vous allez être capable de faire? Vous allez être capable de propager une onde en donnant un choc, un impact en début de corde. Vous avez déjà tous fait ça, jouer avec une corde, vous la posez au sol, vous donnez un grand geste comme ça, j'espère que ceux qui sont à distance me voient. Et en gros, qu'est-ce que vous faites? Vous propagez une onde tout le long de cette corde. Et vous voyez effectivement la forme de l'onde qui se propage. D'accord? Eh bien, pour avoir ça, vous devez avoir une certaine longueur. Prenez maintenant ce même fil de fer de 5 mm de diamètre, mais maintenant, au lieu de faire 3 mètres, il fait 20 cm. Est-ce que vous serez capable d'avoir le même phénomène? Non, il ne se produira plus. D'accord? Donc, on voit bien que là aussi, il y a une différence. La jonction entre les deux n'est pas clairement définie. D'accord? Vous pouvez avoir un fil que vous arriverez à le faire vibrer en quelque sorte, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est l'autre qui se propage dedans. Donc, vous voyez une vibration de produit. D'accord? Voilà. Donc, en fait, on a bien des modèles mathématiques, mais ce n'est pas une science exacte, pure, d'accord? On vient appliquer des modèles sur des géométries qui nous ont. Le rayon de courbure, maintenant. Je pense que vous savez ce qu'est un rayon de courbure d'une courbe. Hein, un rayon de vélo, par exemple. Eh bien, ce rayon de courbure doit être, au niveau des proportions, supérieur à 20H. N'oubliez pas que H, c'est la plus grande distance que j'ai dans ma section. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir des poutres qui sont cintrées avec un rayon qui serait tout petit. Parce que là, encore une fois, on a un autre comportement. D'accord? Donc, si je prends par exemple, je coupe la bourde là, on coupe une petite tranche, et bien en fait, vous allez avoir le rayon de courbure, d'accord, qui doit être supérieur à 20H pour considérer qu'elle va se comporter comme une poutre. Si ce n'est pas le cas, et bien en fait, vous serez plutôt là, dans un domaine plaqué. Ça va? C'est bon? Donc voilà, ces proportions géométriques, il faut y faire attention. Vous verrez que dans de nombreux cas, on les oublie. Okay. Et manque de chance, de temps en temps, on est à la frontière et il y a des phénomènes qui se créent, en quelque sorte, simplement parce qu'on a oublié de faire cette attention-là. Okay. Ensuite, une poutre tolère des variations progressives de dimension, de section. Donc, vous voyez, ces deux géométries que j'ai représentées ici, ce sont deux poutres. Qu'est-ce qui caractérise celle-ci? Eh bien, elle tolère effectivement des variations progressives de section. En théorie des poutres, on va accepter des variations de section. Mais le calcul que l'on fait est incapable de déterminer les contraintes que subit le matériau. Comment on fait? On va appliquer ce qu'on appelle des coefficients de concentration de contraintes qui sont dans notre théorie totalement empirique. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait des essais, on a fait varier les sections,
et on a regardé en fait la limite de rupture de la géométrie sous sollicitation. On s'est aperçu qu'il y avait des coefficients de contrainte, de concentration de contrainte qui se produisaient, d'accord? Et on va appliquer tout simplement ces coefficients de concentration de contrainte à nos structures. D'accord? Donc pour ça, vous allez avoir à votre disposition des abacs. Donc les abacs, vous pourrez les retrouver dans le poly de TD de RDR. Si vous allez à la fin, vous allez avoir ces coefficients de contrainte. Et par rapport à nos sollicitations simples, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les variations géométriques que l'on a. En fonction de ces variations géométriques, on va être capable de déterminer un coefficient multiplicateur. On va prendre notre contrainte nominale, on va la multiplier par ce coefficient. D'accord? Et il s'avère qu'avec la méthode des éléments finis, on a retrouvé ces valeurs, effectivement, de coefficients de concentration de contrainte. On retrouve ces phénomènes. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, quelques petites applications. Vous voyez, je prends deux géométries, deux composants qui sont totalement différents. Premier composant qui est sur la droite. En fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une conduite d'eau forcée. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui habitent peut-être dans la région, à Argentière, on les a, d'accord? Eh bien, il y a une conduite forcée d'eau pour des sources électriques, des sources électriques, qui passent en fait une grande gorge. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait une magnifique route, tout simplement. Vous voyez qu'ici, pour pouvoir la tenir, si je prends cette photo-ci, c'est bien, on n'a rien qui soutient l'élément. On n'a pas de haut-banc, on n'a pas de structure métallique qui l'entoure. La poutre se suffit elle-même. Elle tient. Oui. Après, si elle ne se suffisait pas elle-même, si par exemple il y avait un truc pour soutenir, ça ne serait plus une poutre. Alors, si jamais vous aviez la structure ici, qui au niveau de ses proportions géométriques ne respectait pas les proportions géométriques que je vous ai évoquées, d'accord? Eh bien, il s'avère que cette structure ne tiendrait pas mécaniquement. Il faudrait la consolider. D'accord? Si, admettons ici, et d'ailleurs, vous avez déjà vu ce genre de choses, si vous avez ici, si on avait pris quelque chose qui était de section beaucoup plus faible, vous êtes d'accord qu'on serait rentré dans une théorie corde. Et que fait la corde? Elle pend. Si dedans, vous avez en plus un liquide qui passe, parce que là, c'est de la conduite forcée, qu'est-ce que vous allez faire? On a déjà vu des installations comme ça. Vous allez remettre une structure mécanique avec des systèmes de haubanage qui vont soutenir la structure, tout simplement. Oui. Ça veut dire que être une poutre, ça veut dire ça respecte déjà tous les critères en fait, pour que ça résiste en fait. Tout à fait. Le respect des critères fait simplement, par rapport à ce que je vous ai montré, que vous êtes dans la théorie, que je vais vous expliquer après, de la théorie des poutres. C'est-à-dire que le calcul de cette structure, d'accord, dans sa globalité, peut être prédimensionné avec la théorie des poutres. D'accord? Maintenant, un autre exemple, les rayons de vélo. En fait, un rayon de vélo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un rayon de vélo, c'est une poutre. D'accord? Et cette poutre, en fait, elle va être toujours soumise à traction. Donc ici, peut-être que vous n'avez jamais fait attention. Ça va? Le collègue, là, ça ne remet pas. Ça y est, on est revenu? Allez. Là, vous allez répondre aussi. Comme ça, vous allez vous reconcentrer. Donc ici, vous connaissez les vélos. Je pense que là, on n'invente rien. D'accord? Quand une roue tourne, vous êtes sur le vélo. Qu'est-ce qui fait la tenue de la jambe? C'est les rayons. D'accord? D'après vous, les rayons, ils travaillent parfois en compression ou pas? Oui. Oui? Alors, on voit la roue qui est dessinée là. Imaginons que la roue soit sur le sol. Lesquels vont travailler en compression? Pour vous? En fait, ce serait ceux qui sont en bas. D'accord? Vous êtes d'accord qu'au fur et à mesure que la roue tourne, effectivement, la sollicitation que voient les rayons est différente. Maintenant, je vous donne un rayon tout seul. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à le faire fléchir? Vous imaginez, vous avez votre rayon, puis vous appuyez comme ça, vous exercez cette fameuse compression que vous dites, d'accord? Puis vous regardez ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que le rayon va tenir? Ou il va fléchir? Ah non, hein. Oui? Si on appuie vraiment dans la longueur, ça ne va pas bouger. Par contre, si on tord, ça va rester. Non, regardez, vous voyez un rayon. Un rayon, c'est vraiment très fin. Regardez, les diamètres. Ils sont donnés dans la figure qui est juste à côté. Donc vous avez petit D1, c'est 2,5 mm. Vous imaginez avoir une tige de fer de 2,5 mm qui fait à peu près 30 cm. Est-ce que vous pensez que vous appuyez avec la main dessus, elle va se cintrer? Elle se cintre.
Alors là, vous prenez un rayon, en appuyant dessus, hein, il va lâcher d'un seul coup et il va partir. Hein. Et pourtant, la roue, elle tient. D'après vous, comment ça marche? Ils se répartissent le poids. Comment? Ils se répartissent le poids. Ben, regardez ici, on a en gros, regardez, juste un moment, hein, on a à la limite 2 rayons qui tiennent. Hein. Donc à la limite, vous mettez debout, vous imaginez, on fait l'expérience. C'est un système, vous êtes debout sur les 2 rayons et vous appuyez. Après, nous pouvons faire les rayons. Là, et pourquoi c'est bien là? Attention de ceux d'au-dessus qui retiennent le poids. Alors, vous y êtes presque, c'est bien ça qui se passe. C'est qu'en fait, les rayons, quand on les monte, regardez sur la jante, alors on ne voit peut-être pas distinctement, si vous avez OPC et que vous avez le poly, vous voyez un peu mieux. En fait, ces rayons, vous voyez au bout, ils ont un petit filetage, et en fait, on vient avec un écrou tendre en fait ces rayons. Donc tous les rayons qui sont montés sur une roue, en fait, ils sont montés très tendus. Et lorsque votre poids passe dessus, qu'est-ce qui se passe? En fait, il reste en tension, mais avec une tension qui est plus faible. Vous voyez ici sur une roue, les rayons sont moins sollicités lorsqu'ils arrivent en contact avec le sol que lorsqu'ils sont dans la position haute. Alors qu'on pourrait croire le contraire. Pourquoi? Parce que votre poids va venir se soustraire à la tension, donc à la prétention que vous avez mise sur la structure. D'accord? Alors, vous voyez qu'ici, j'ai pris l'exemple exprès. Si on regarde le rayon et qu'on regarde les proportions, ce n'est pas respecté. Hein. Le fameux L doit être inférieur à 30H, ce n'est pas respecté. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on travaille dans un cas de sollicitation qui est la traction. Et si vous restez en traction pure, alors effectivement, vous allez pouvoir exercer des efforts qui correspondront à la limite ultime que vous avez fait lors de l'essai de traction. On est exactement dans cette sollicitation-là. Par contre, la moindre perturbation qui viendrait éventuellement mettre le rayon en flexion pourrait totalement perturber son comportement et avoir un effondrement. Donc en fait, notre théorie, elle a quand même des limites, elle a des seuils, d'accord, où les efforts d'un seul coup vont changer de distribution dans toute la structure. On va avoir un phénomène qu'on appelle le flambement, et qu'on appelle un mode de défaillance qui peut intervenir dans votre structure et qui fait que la structure ne tienne plus. D'accord? Pour se prévenir de ça, on va travailler sur les critères de résistance et on va diminuer la contrainte maximale par rapport à celle que subit le matériau lors d'un effet de traction. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a identifié notre composante. Vous voyez qu'il y a des règles à respecter. On a vu que pour la traction, c'est un peu différent et qu'on peut avoir dans certains cas des géométries qui ne rentrent pas tout à fait dans la famille des pièces que nous. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Hein. On va passer à la schématisation. Pour la schématisation, on va y aller assez vite. C'est la mise en place d'un premier repère. Donc, premier repère qu'on aura à mettre en place systématiquement, vous avez déjà l'habitude avec la statique, c'est un repère global. Par contre, nous, on va, par convention, utiliser certains principes. Premier principe, le repère, l'axe Y0 de votre repère global, on le considère de façon assez générique comme aligné avec la verticale du lieu. Il s'avère que dans notre domaine, on aura toujours en gros une orientation verticale d'un problème. Je reprends les différents éléments que je vous ai présentés, je ne vais pas vous dire comment il est vertical. Donc en fait, systématiquement, au niveau du repère global, on ne va pas utiliser le Z, on va utiliser le Y. D'accord? Seconde convention qui est utilisée, l'axe Z0 est toujours considéré comme horizontal. Donc ça peut présenter, par rapport à ce que vous avez l'habitude d'utiliser, une petite modification. Pourquoi? Parce que nous, ce Z0, il va avoir une importance. Voilà. Et après, XYZ0, c'est un repère orthonormé Y. Ça va être pour respecter certaines lois de calcul qu'on va utiliser et qui nous donnent des formules toutes faites. D'accord? Donc, repère orthonormé direct. L'axe Y est arbitrairement, conventionnellement pris comme la verticale du lieu. L'axe Z est toujours horizontal. Voilà pour le repère global. Où on va avoir un autre repère à mettre en place, c'est le repère des sections. Bon, maintenant, vous savez qu'une poutre est générée par la propagation d'une section de long d'une fibre moyenne. Chaque section va avoir son repère local. Ce repère local sera prépondérant pour calculer les contraintes. Les contraintes sont calculées dans les repères locaux, systématiquement.
D'accord? Alors, comment est ce repère local? L'origine du repère local de la section, c'est son centre d'inertie. On sait qu'il va passer par la fibre moyenne. C'est le point d'intersection de la section avec la fibre moyenne. Le plan GYZ va appartenir au plan de la section S. Donc, c'est ce qui est représenté ici. D'accord? Donc, j'aurais pu redessiner les petites sections. Je ressors un. Voilà. Donc, ici, lorsque vous voyez les repères YZ, ça représente le plan qui va contenir la section. Okay. Et l'axe X, il est normal à ce plan et il est tangentiel à la courbe qui représente la poutre. Donc, si la poutre est rectiligne, ben c'est tout, à l'axe X, vous appuyez sur ça va très vite. Si elle est en arc de cercle, eh bien, que va faire votre repère local? Il va tourner. Vous êtes d'accord qu'une poutre en arc de cercle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, toutes les sections sont perpendiculaires, tout simplement, à la circonférence. D'accord? Et on pourrait prendre comme ça n'importe quelle courbe. Voilà. Autre chose qui est importante, puisque vous avez calculé les inerties de section, okay, Y et Z correspondent systématiquement aux axes principaux d'inertie de la section. D'accord? Alors, pour ceux qui n'ont pas trop fait de calcul d'inertie de section, dès que vous allez avoir des pièces, des sections qui ont des symétries, les axes principaux d'inertie appartiennent à ces directions. Exemple, je prends une section rectangulaire, ben c'est tout, les axes principaux passent par l'intersection des deux diagonales et sont parallèles aux côtés. Je prends un carré, voilà, c'est pareil, hein, c'est sur les côtés. Je prends un arc de cercle, ben là, j'ai une infinité de possibilités. On est d'accord? Un arc de cercle, tout repère et repère principal d'inertie. Ça va? Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, cet axe local, on va l'aligner avec le repère global pour des simplifications de calcul. D'accord? Donc, dans certains cas, ben, vous allez avoir une infinité de solutions. Bon, c'est simplement le cas sur une section cylindrique. D'accord? Et pour toutes les autres sections, ben, vous allez pouvoir caractériser le repère principal d'inertie. D'accord? Si vous regardez les sections, les poutres usuelles qui sont utilisées, ben, vous vous apercevez qu'effectivement, les sections qui sont utilisées présentent toujours des symétries. Même dans les profilés aluminium très très découpés, vous les regardez, il y a toujours des symétries qui sont présentées. Bon, ce n'est pas pour rien, c'est simplement qu'en fait, au niveau de la réalisation et du calcul aussi, ça facilite grandement les choses. D'accord? Donc voilà pour la définition de notre géométrie qu'on a fait le. Alors, au niveau du cours, autre simplification qui s'applique à la théorie des cours, on ne va traiter que des problèmes plans. Et lorsque vous aurez des problèmes qui ne sont pas plans, et bien en fait, on va les ramener à des théories. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème plan? Première chose, la courbe décrite par la poutre est contenue dans un plan. La poutre est plane. D'accord? Donc, ces poutres peuvent être bien sûr rectilignes, droite est bien contenue dans un plan, mais elle peut avoir n'importe quelle forme de courbe. D'accord? En respectant quand même quoi? Que le rayon de courbure, okay, doit être supérieur à 20 H. Si on est en deçà, ce n'est plus une poutre. Notre théorie n'est plus valable. D'accord? Est-ce que ça va pour ça? Vous voyez, effectivement, on vérifie que c'est plan, mais en même temps, on va regarder qu'il n'y a pas trop de déviation. Parce qu'après, ben, d'autres principes sur lesquels on appuie nos modèles ne seraient plus corrects. Tout simplement. OK? Donc, en fait, ben, une poutre peut avoir à la limite n'importe quelle forme. Elle respecte le rayon de courbure supérieur à 20 H et elle est contenue dans un plan. Ensuite, il y a d'autres contraintes par rapport à ce plan au niveau des sollicitations. Un problème sera plan lorsque les efforts extérieurs, qui peuvent être soit ponctuels, soit répartis, sont exclusivement contenus dans ce plan. D'accord? Le plan, en l'occurrence, quel est-il? Bien, ce sera le plan YX. Ça va? Rappelez-vous, hein? Y, verticale du lieu. Okay. On a la superposition lorsqu'on aura un problème plan du repère global et du repère local de la section. D'accord? Le repère de la section, ce sont les axes principaux. OK? Il s'avère que ce repère-là sera bien aligné avec le repère global. Ça va? Donc, surtout ne pas oublier. Voilà. Donc, en fait, les efforts extérieurs seront contenus effectivement dans le plan
O, X0, Y0. Les moments extérieurs ne seront portés que par la direction Z. N'oubliez pas Z0. Pardon. Donc, n'oubliez pas, Z0, c'est une direction qui, pour nous, est conventionnellement horizontale. Hein, elle est perpendiculaire au plan de la poutre. Dans ce cas-là, on aura un problème qui sera plan. Qu'est-ce que ça va générer? Ça va nous générer, en fait, moins d'équations à devoir calculer, tout simplement. D'accord? Donc, en fait, même dans la conception des objets, si vous regardez autour de vous, les objets poutres sont toujours conçus justement pour entrer dans ce cadre. Qu'en fait, elles soient sollicitées effectivement suivant une direction qui est plane. On évitera toujours, dans la mesure du possible, des poutres qui seraient sollicitées avec des problèmes 3D. Pourquoi? Parce que là, le comportement de la poutre est problématique. On va avoir des phénomènes de vrillage de poutre, de torsion de poutre, d'accord, qui ne sont pas souhaités. Donc, en fait, dans la conception, ces poutres travaillent effectivement dans des problèmes plans. Si vous regardez la tour Eiffel, je reviens toujours à ça, chacune des poutres est soumise effectivement suivant un état de sollicitation qui est plane. Alors que c'est un objet sophistiqué. D'accord? Et bien en fait, la tenue effectivement de ces structures et la légèreté de ces structures, c'est que chacun des montants, effectivement, est sollicité principalement dans des conditions planes. Voilà. La direction Z des repères locaux de section, d'accord, va toujours être confondue avec la direction Z0. Donc ça, vous verrez que dans les exercices, après, on ne fait plus trop attention. Mais dès qu'il va y avoir un problème qui va sortir du cadre, il ne faut pas oublier ces hypothèses-là, parce qu'autrement, vous faites n'importe quoi comme calcul. En particulier, moi, j'ai déjà vu des personnes qui prenaient carrément la longueur de la poutre, qui coupaient et qui disaient, ben, ça, c'est la section de la poutre. Qui avaient oublié, en fait, l'orientation de la section par rapport à la propagation dans une direction de plus grande longueur. D'accord? Donc maintenant, cette confusion-là, il ne faut pas la faire. Alors là, vous calculez, ça donne n'importe quoi. Voilà. Et donc, une remarque, lorsqu'on sera en torsion, un cas un peu particulier, donc il y a plein de cas particuliers dans ce cas un peu simplifié, d'accord? Eh bien, la seule sollicitation qui sera exercée, c'est un moment unique autour de la direction X0. Donc, autour de la fibre moyenne. D'accord? Dans ce cas-là, on sera en sollicitation de torsion, et c'est le seul cas que l'on verra ensemble. On verra de la sollicitation en torsion simple. On a d'autres, mais on n'aura pas le temps de les voir. Donc, ça vaut la peine de continuer. OK? Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout vu pour la schématisation. Repère global, repère local. On dessine la fibre moyenne qui symbolise en fait quelque chose. D'accord? Et on va totalement caractériser notre problème. Maintenant, on va s'intéresser aux liaisons. Ça va? Vous restez concentrés? Allez, on continue. Alors, volontairement, on fait apparaître un outil que vous appréciez tous, le torseur. D'accord? Donc, celui-là, vous l'aimez. Et bon, on va le revoir un petit peu parce que c'est quand même un outil qui est très intéressant. Au niveau des mécanismes, en fait, on étudie les mécanismes très souvent par les mouvements, et non pas par les efforts. On voit des mouvements se produire et on va essayer de les identifier. D'accord? Et pour ça, on a un torseur qui est intéressant. On va tout de suite nous l'abandonner, puisqu'on est en statique. C'est le torseur cinématique. D'accord? Le torseur cinématique est capable, en fait, d'exprimer caractéristiques d'un déplacement d'un objet par rapport à un autre. On est d'accord? Vitesse du solide 2 par rapport à un solide 1, lié à une articulation. Ben, s'il y a une articulation, sans ton articulation, la vitesse sera nulle. D'accord? En fait, au niveau de la description de ce torseur cinématique, on va avoir deux caractéristiques, deux vecteurs différents. Un qui va traduire la rotation relative d'un objet par rapport à un autre. D'accord? Et l'autre qui va caractériser la vitesse linéaire de cet objet par rapport à un autre. Ça va pour ça? Voilà. Et on sait que vitesse et rotation sont liées. Il y a une relation entre les deux. En fait, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce torseur-là, au niveau de la RDM, ce n'est pas celui qui nous passionne, c'est le torseur qui lui est associé et qu'on appelle le torseur statique ou le torseur d'effort. C'est-à-dire qu'en fait,
Dès que vous avez un mouvement possible entre deux objets, par rapport à ce mouvement, il n'y a pas d'effort transmissible. Vous êtes d'accord? Exemple. On prend la liaison glissière. Elle permet donc une translation relative d'un solide par rapport à un autre. On considère que la liaison est parfaite. Suivant cette direction, l'objet 1 n'est pas capable de transmettre un effort sur l'objet 2. Pourquoi? Parce que dès qu'il y aurait cet effort, l'objet va se déplacer. Vous êtes d'accord? Vous réfléchissez toutes les liaisons possibles, ce sera toujours le même phénomène. Mouvement possible, pas d'effort transmissible. Rotation possible, pas de moment transmissible. Et inversement, translation bloquée, effort transmis. Rotation bloquée, moment transmis. Vous êtes d'accord? Donc en fait, il s'avère que ces deux torseurs sont complémentaires. Lorsqu'on va avoir des composantes nulles d'un côté, elles sont potentiellement non nulles de l'autre, et inversement. Ça va? Donc on parle de ce principe-là, et on va utiliser effectivement ce fameux torseur pour pouvoir caractériser effectivement nos liaisons. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer en revue pour les problèmes plans, les liaisons qui nous intéressent. Comment notre goutte va pouvoir être reliée à son environnement. Première liaison qu'on va aborder, en fait, c'est l'encastrement. À gauche, ici, on vous présente des exemples de ce que pourraient être des encastrements. On prend un petit exemple, une petite console toute petite, un métallique. Alors, vous êtes d'accord que la géométrie qui est ici, c'est une poutre. D'accord? On a une dimension qui est beaucoup plus grande que les deux autres. De même, cette pièce-ci, c'est une poutre. Une dimension est largement supérieure aux autres. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce que c'est que cette pièce? C'est l'assemblement de deux poutres. Et elles sont liées entre elles par une liaison qui ne permet aucun mouvement relatif. C'est l'encastrement. D'accord? Donc, si on regarde le torseur cinématique de cette liaison, et ben en fait, c'est une liaison qui, au niveau de sa vitesse de rotation relative et de sa vitesse de déplacement relative, ne possède que des zéros. Vous voyez qu'ici, volontairement dans ce torseur-là, il y a certaines valeurs qu'on n'a pas notées. Quelles sont-elles? Celles qui correspondraient à un problème 3 dimensions. Il s'avère que lorsqu'on a un problème plan, seules 2 translations sont possibles, d'accord? Et une rotation autour de l'axe Z est autorisée. Tous les autres déplacements ne sont pas envisageables, parce qu'on a un problème. Une petite erreur que je corrigerai après, pour ceux qui ont le poli, corrigez-le. Ici, il y a une inversion. C'est-à-dire que la résultante d'un torseur cinématique, c'est le vecteur rotation. Vous voyez, quand on écrit un torseur comme ça, en fait, la résultante, c'est la première colonne. Et le moment du torseur, c'est la seconde colonne. Donc ici, je me suis trompé. Enfin, on s'est trompé en suivant. Donc ici, vous barrez ça. Et vous écrivez la première colonne tiré 0. Ça va représenter la rotation. Donc on bloque la rotation autour de Z. D'accord? Et le second, c'est 0, 0, tiré. Donc Vx égale 0, Vy égale 0, et Vz, on s'en fiche, il n'y en a pas. Ça va? Alors, le problème, c'est que les gens qui sont à distance ont un peu de mal. Et en fait, il faut avoir, d'accord, un torseur cinématique. Donc là, on a fait ça. J'avais corrigé, mais on a repris un mauvais poli, on n'a pas fait attention parce qu'on a repris les slides. Donc en fait, ici, sur un torseur cinématique, qu'est-ce que l'on va avoir? La résultante. Si je vous dis la résultante d'un torseur, ça vous parle ou pas? Ça va pour tout le monde? La résultante d'un torseur, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la grandeur dans un torseur. Vous avez un des vecteurs qui est invariant, qui ne change pas. D'accord? Lorsqu'on est avec un torseur cinématique, le vecteur qui ne change pas, c'est le vecteur rotation. Il est commun à tous les points d'un objet. C'est la distance. Hein. Donc, j'espère que vous me voyez, ceux qui sont à distance. Donc, je prends ici une boîte, d'accord? Et je fais subir à cette boîte, donc par rapport à la table, par exemple, d'accord? J'ai bien une vitesse relative de ma boîte par rapport à ma table. Voilà, je fais subir un mouvement. Voilà. D'accord? Je sais que ce mouvement, il se décompose dans la superposition de 2 mouvements. Un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Là, vous l'avez tous vu. D'accord? Il s'avère que la rotation,
pour cet objet-là, elle est commune à tous les points. On est d'accord? Vous voyez ici, je fais tourner effectivement cette boîte. Tous les points qui constituent cette boîte tournent de la même valeur. Est-ce que ça va pour ça? Parce que c'est un vecteur purement rotation. D'accord? Vous, ce que vous voyez, ce n'est pas à la limite la rotation de chaque point. Vous voyez le déplacement global de chaque point, qui est la composition d'une rotation et d'une translation. D'accord? Ça va? Donc en fait, ici, quand vous regardez cet objet, si je lui fais subir ça, vous avez la sensation, effectivement, là, j'ai en gros une génératrice qui n'a pas de mouvement de translation. Il n'y a que la rotation. D'accord? Et regardez ici, si je tourne à ce niveau-là de 45 degrés, ce point-là a tourné de 45 degrés aussi. La rotation est la même pour tous les points d'un solide. OK? Et nous, on ne perçoit pas ça. On perçoit plus les déplacements que les rotations. Les rotations, on a du mal. C'est pour ça qu'on a du mal aussi mathématiquement. Parce que c'est quelque chose qu'on pense pas. C'est pas grave. Donc en fait, ici, pour un torseur cinématique, on note ici par PC, la résultante, c'est en fait oméga. Donc on va oméga x, oméga y, oméga z. D'accord? Lorsque je serai sur un problème plat, oméga x sera toujours égal à 0 et oméga y sera toujours égal à 0. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors c'est bon. La résultante, c'est oméga et le moment, c'est la vitesse. On va voir ça. Donc ici, la vitesse, c'est sur le torseur final. Maintenant, c'est ma force. Ça, c'est là, je m'en fiche. Et là, j'ai la vitesse, donc dz, est forcément égale à 0. Voilà. Non, c'est ça, là. Non, mais il est bien corrigé. Je ne sais pas pourquoi, là, on voit la bonne, les démarches sont plantés. Non, c'est bon. Excusez-moi. On va aller. C'est qu'à un moment, il y avait une erreur dans la police. Non, c'est correct, on a bien écrit. Voilà, donc ça, c'est la résultante. Et ça, un deuxième vecteur, c'est ce qu'on appelle le mouvement du torseur. D'accord? Bon, excusez-moi pour ceux qui sont à distance. Je ne sais pas si vous arrivez à rester concentrés. Donc en fait, non, excusez-moi, ça c'est rien. C'est bien 0, 0. Le tiret, parce qu'ici, je suis sur un problème plan. Donc cette grandeur, naturellement, sera égale à 0. Et ensuite, au niveau du moment du torseur, donc ce sont les projections de vitesse. Dx, il n'y en a pas. D'accord. Dy, pareil, il n'y en a pas. Et en fait, on aura dz pour mon problème plan qui est imposé égal à 0. D'accord. Ensuite, si on regarde le torseur statique associé, eh bien, dès que vous allez avoir des blocages, eh bien, il va y avoir des efforts transmissibles d'une pièce à l'autre. Donc, en fait, lorsque je suis en encastrement pour des problèmes plans, vous allez être capable de transmettre un effort suivant la direction X, vous allez être capable de transmettre un effort suivant la direction Y, et vous allez être capable de transmettre un moment autour de la direction Z. D'accord? Donc, voilà tout ça. Donc, ça, c'est la première liaison qu'on va pouvoir trouver dans les problèmes plans. Seconde liaison qu'on va être susceptible de trouver, eh bien, en fait, c'est la liaison ponctuelle. Que permet cette liaison ponctuelle? Donc, elle va vous permettre. Non, mais attends, le premier est bon, celui-là, il est faux. Ah oui, alors, ça c'est bon. Celui-là, il est faux. Parce que bon, voilà, non, il y a une erreur, c'est celui-là que j'avais vu. Là, il y a une erreur. Ça, il faut pas dire. J'aurais écrit mon vecteur oméga. J'ai dit ce torseur-là, oméga x, c'est la rotation autour de l'axe X. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, bon, le temps d'un torseur, qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, on l'écrit aussi de cette façon-là. Vous écrivez la deuxième façon. Vous allez avoir un premier vecteur qui est le vecteur de la rotation du solide 1 par rapport au solide 2.
D'accord? Et ça, pour pouvoir l'exprimer, vous avez besoin d'un repère de projection. Et ensuite, vous allez avoir la vitesse relative. D'accord? Donc, toujours du solide 1 par rapport au solide 2. Mais attention, la vitesse relative d'un point du solide 1 par rapport au solide 2, et bien là, elle sera variable. Elle n'est pas forcément constante, sauf dans un mouvement de translation. OK? Donc, en fait, celle-ci, vous allez devoir la définir en un point A particulier. Disons qu'au niveau du moment, là, ce serait 1 par rapport à 2, mais encore. D'accord? Voilà. Et donc, en fait, vous avez vu ce qu'on appelle le transport de moment. C'est-à-dire qu'en fait, je peux, moi, déterminer ce torseur cinématique en un point A, mais je peux aussi le déterminer en un autre point. Et en fait, ces deux torseurs sont identiques. Ils représentent la même variable, qui est le déplacement de la solide par rapport à un autre. D'accord? Ça va? C'est bon? Donc, en fait, la première façon de l'écrire, c'est ça. Et après, on l'écrit en vecteur colonne. Donc, on l'écrit ici. Ici, je retranspose oméga. D'accord? Et ici, je retranspose là, le moment, le changement, donc A, B, B. D'accord? Voilà les deux façons que l'on a d'écrire un torseur. Ça va? Voilà, et donc, effectivement, il y a bien une erreur ici. Donc là, il va falloir corriger, je suis désolé. 0 tout à l'heure était bon. Donc ici, regardez, on a interverti simplement la résultante du torseur cinématique et le moment. Ça va? Recording stopped. Ah mince, c'est obligé de brancher. Brancher là, ça va, donc vos collègues. La réunion, l'enregistrement, je suis parti. Il voit ça ou il voit juste ça? Ça va. Je pense pas qu'il y ait une mais pour la résultante, vous mettez que c'est le vecteur vitesse de rotation. Non. Parce que La résultante, oui, c'est le vecteur rotation. Oui, tout à fait. Alors là, ça porte chez certains des confusions. La résultante du torseur cinématique, c'est un vecteur rotation. okay. Et le moment du torseur cinématique, c'est une vitesse. Ok, bah, c'est bon ça. D'accord? Oui, mais chez certains, ça pose problème. Par contre, statique, c'est le contraire en quelque sorte. Vous voyez? Et c'est là, chez certains, ça pose confusion. Il y en a qui se plantent dedans parce qu'ils disent, mais il y a un moment, ça tourne. Ils associent moment à tournant. Vous voyez, pour le torseur cinématique, ben non. Il s'avère que le moment, d'accord? En fait, il faut plutôt considérer le moment pour un torseur quelque chose qui dépend du point où il est calculé. Okay. Voilà. Merci. Ça va? Ouais. Voilà. Donc nous, voilà. Pourquoi je fais appel au torseur? C'est parce qu'en fait, pour expliquer les calculs qu'on a à faire, on a tout dans le torseur. D'accord? Je ne suis pas obligé d'écrire des équations de façon explicite pour vous montrer le calcul. Je vais le poser sous approche torseur. Par contre, nous, les torseurs, on les utilise en fait jamais lorsqu'on passe au calcul. On va simplement utiliser certaines équations de ce calcul. Donc, je le rebranche. Donc, on va faire maintenant. Tant pis. Je peux pas le récupérer. Et là, je vais prendre un quart d'heure pour enregistrer.
J'enregistrerai une autre séance. J'en ai deux derrière. On a encore 15 minutes. Je vais prendre les dernières 15 minutes. Donc, bon, excusez-moi, on a été coupé. Attention, Dieu va nous appeler peut-être. C'est bon, ça marche? Ok. Ça représente en gros, c'est une matrice. Ça, c'est une matrice. Ouais, en gros, ça représente la colonne de gauche, c'est la résultante. Ça représente les rotations possibles d'un solide. En fait, c'est un torseur en un point d'un solide par rapport à un autre. C'est toujours autour de quoi? C'est en un point. Ouais. La bouche, c'est la côté gauche. Les rotations possibles. X, autour de X, autour de Y, autour de Z, et à droite, c'est la vitesse possible. Parce qu'on est en cinématique, c'est juste ça. Il y a un torseur cinématique, un torseur statique. Parce que là, il s'exprime juste la deux. L'autre cinématique. Là, tu as une rotation de vitesse, là, tu as un force de vitesse. Donc, statique, ça veut dire que c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est l'action que tu peux transmettre. Par exemple, si tu as une liaison glissière, si tu veux dans cette direction-là, tu ne peux pas lui transmettre de force dans cette direction. Parce que si je fais ça bouge pas. Par contre, comme c'est une liaison glissière, elle ne peut pas se déplacer comme ça. Tu peux transmettre une force ici. Ouais. Donc, toutes les composantes en cinématique, tu pourrais me déplacer, ça va être égal à 0 comme force transmissible. Ça va? Bon exemple. Donc, en gros, c'est ça pour transcrire. C'est ça. Le mouvement, c'est aussi une rotation. Quand tu parles de mouvement, il faut penser à une rotation. Je reprends ici, d'accord? Rotation qui est créée. Est-ce que vous m'entendez de l'autre côté là? C'est quelqu'un qui répond. Ça va au niveau du son? Est-ce qu'il passe? Voilà. Oui. D'accord, ok. Merci. Bon, donc on y était, d'accord? Donc alors, bon, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des liaisons, j'entendais la petite discussion, d'accord? Donc effectivement, dès qu'un mouvement est possible d'un objet par rapport à un autre, l'effort n'est pas transmissible. Je reprends cette fois. Il n'y a personne qui est sur la liste. Donc en fait, si je prends un objet, voilà, on ne voit rien sur la table. Moderne. Vous voyez, si j'ai effectivement, je considère toujours les liaisons parfaites, d'accord? Pourquoi? Alors au niveau de ma théorie, c'est normal, puisqu'en général, par rapport au frottement, les efforts engendrés sont toujours largement inférieurs à tous les autres efforts. C'est pour ça, c'est une question de proportionnalité. Même si la charge était très importante. Imaginons que ça pèse 3 tonnes, d'accord? Bon, éventuellement, le frottement que représenterait l'effort, par rapport à la structure même de ma pièce, serait très inférieur à la charge impactée propre de l'objet. D'accord? Donc en fait, ici, vous voyez, le mouvement relatif est possible. Donc en fait, pour le faire avancer, je considère ma liaison parfaite. Ben, vous savez que si j'appuie, le mouvement se continue de façon infinie. D'accord? J'exerce une pichenette sur un objet, ben en fait, il avance dans l'espace et puis vous n'avez pas d'effort à exercer. Donc ici, si je regarde ma liaison ponctuelle, qu'est-ce qu'elle est capable de transmettre? Eh bien, cette liaison ponctuelle n'est capable de transmettre qu'un effort
suivant la direction perpendiculaire au contact. Alors ça, c'est le cas en fait de ma table qui est ici. J'ai 4 pieds. Ces 4 pieds peuvent être assimilés à des lésions ponctuelles. Ils vont donc chacun exercer un effort opposé au point de contact. Ça veut dire qu'en fait, tous les autres mouvements sont possibles. En particulier, toutes les rotations sont possibles, d'accord? Et 2 translations sont possibles. Au niveau du torseur, comme on a des problèmes plans, eh bien, ça se traduit comment? Vous voyez qu'il y a toujours 3 composantes qui ne m'intéressent pas. Pourquoi? Parce que je suis en problème plan. Donc, ces directions-là et ces orientations-là ne m'intéressent pas. Et qu'est-ce que je vais avoir au niveau de mon torseur cinématique? Et là, il faut bien inverser les colonnes. D'accord? Et bien, en fait, je n'aurai qu'une rotation autour de l'axe Z qui est perpendiculaire à mon plan. D'accord? Et je vais avoir une seule translation possible qui est TX. D'accord? Et suivant TY, je n'aurai pas de déplacement possible. C'est ici, on fait un effort. Ça va? Vous arrivez à le relocaliser? Donc en fait, ici, 2 directions nous intéressent au niveau des forces, c'est X et Y. Il s'avère que pour une liaison ponctuelle, eh bien seule la translation X est possible. Et je vais avoir la seule rotation Z qui est possible parce que je suis en problème plan. À partir de là, je peux en déduire le torseur d'effort, le torseur statique associé. Qu'est-ce que je vais avoir au niveau de ce torseur d'effort? Eh bien, je vais avoir au niveau de la direction X, aucun effort, 0. Au niveau de la direction Y, eh bien, je vais avoir effectivement un effort transmissible possible. Et en fait, je vais avoir, au niveau de la rotation Z, aucun moment transmissible. Donc, la liaison ponctuelle, pour un problème qui est plan, ne transmet qu'un seul effort suivant la direction. Et maintenant, la dernière liaison possible, ce qu'on appelle la liaison pivot. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle me permet, cette liaison pivot? Là, on en a 2 types. Les exemples sont pour vous montrer qu'effectivement, on peut travailler avec des géométries totalement différentes. La première, c'est une petite potence, là, voilà, et qui est articulée ici, voilà, sur ces 2 points-là, et qui est bloquée ici par un système d'encastrement. On en a encore, on identifie des coups. Donc là, il n'y a pas de secret. Même chose au niveau d'un pont basculant. Et bien en fait, le pont est bien articulé sur une liaison qui, pour un modélisation, sera considérée comme une liaison pivot, qui permet une rotation. D'accord? En fait, si on regarde ce que permet cette rotation, cette liaison, elle ne permet qu'une rotation autour de Z. Les 2 translations relatives, suivant la direction X et suivant la direction Y, sont interdites. D'accord? Donc, si on regarde, en fait, le torseur, donc la même chose, inverser colonne, inverser les 2 colonnes. Okay. Donc, la première colonne, ça va être quoi? Rien, rien, et une rotation Z autorisée. Et au niveau du moment de ce torseur cinématique, eh bien, les 2 translations, suivant X et suivant Y, sont interdites. Elles sont égales à 0. Pas de mouvement relatif possible. D'accord? La troisième, en fait, ici, ne nous intéresse pas puisque je suis sur un problème plan. Donc, si je regarde le torseur statique associé, qu'est-ce que l'on va avoir? Ici, j'ai 2 translations qui sont interdites. Donc, je vais avoir Rx et Ry. Et en fait, au niveau du moment, le torseur statique de cette liaison va me donner un moment nul autour de la direction Z. D'accord? Donc en fait, dès que l'on va identifier une liaison, automatiquement, on sera capable de donner les inconnus de liaison qu'on va être capable de calculer. La schématisation de cette liaison, vous voyez, c'est un petit triangle. Bon, ça, je pense que vous le connaissez. Si vous le faites un peu mécanique. Donc en fait, on représente ça par un triangle, tout simplement. D'accord? Et ici, un petit cercle qui symbolise la rotation autorisée. Est-ce que vous connaissez les symboles de liaison? Est-ce que vous avez vu ça l'année dernière? Non? Pour certains, vous ne connaissez pas? Bon, alors il va falloir qu'on voit ça. Je vous donnerai un petit support spécifique là-dessus. C'est qu'on a un ensemble, effectivement, de symbolisations. Pour l'encastrement, vous l'avez vu. Hein, je reviens sur la symbolique. Donc, pour un encastrement, vous voyez que c'est très simple. Le trait noir de la figure,
représente la fibre moyenne de la poutre. Et en fait, cette poutre est encastrée. L'encastrement est représenté simplement par un hachurage. D'accord? Lorsque vous allez avoir affaire à une liaison ponctuelle, la symbolisation de cette liaison, eh bien, en fait, c'est un triangle. Donc ça, c'est la première symbolisation possible. Et l'autre qui est possible, c'est celle qui est à droite. Et vous voyez que ce triangle est porté par des petits cercles là, qui représentent bien que le mouvement suivant cette direction est autorisé. Donc, il n'y a pas d'effort. Ces deux symbolisations sont possibles. Pour la liaison pivot, en fait, c'est un triangle qui possède en son sommet un petit cercle qui symbolise la rotation relative de la poutre par rapport à la pièce sur laquelle elle repose. D'accord? Donc ici, on va simplement faire un petit exemple. Donc l'exemple qui est pris, c'est une barrière levante, ça. Et bien en fait, il va falloir effectivement schématiser cet élément. Alors, première chose que l'on va faire, c'est identifier les poutres de ce problème. On va ici, je crois qu'il est assez simple de dire que j'ai trois poutres. Une poutre ici est en fait le poteau qui va soutenir la barrière. Une barrière qui elle-même, dans ses proportions géométriques, répond un peu à ces conditions. Et enfin, un poteau ici qui va soutenir la barrière lorsqu'elle sera baissée. Donc en fait, ce mécanisme est constitué de trois poutres. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, modéliser effectivement mes liaisons et mettre en place les différents repères. Donc en fait, pour pouvoir modéliser ça, la première poutre, c'est la barrière, là ici. Donc on va identifier ce composant comme 1. Et en fait, la poutre est articulée par une liaison pivot. Et elle appuie de l'autre côté quelque chose que je vais symboliser comme un appui simple. On comprend bien que la petite pièce d'extrémité va simplement exercer un effort qui va soutenir la barrière lorsqu'elle sera fermée. Maintenant, je regarde la pièce numéro 2, qui est ici. Et bien, en fait, c'est ce que j'ai. À une extrémité, vous êtes d'accord que le pied est encastré dans le sol. Donc, en fait, c'est une liaison encastrement. Et à l'autre extrémité, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai ma poutre qui vient s'articuler sur l'autre extrémité. OK, donc à partir de là, qu'est-ce que je peux déduire? Eh bien, je peux en déduire les actions de liaison qui vont s'exercer sur la pièce. D'accord? Au niveau de l'encastrement, deux composantes, s'il vous plaît. Et le moment d'encastrement ici. Et au niveau de l'autre extrémité, qu'est-ce que je vais avoir au niveau des efforts constitutifs? Il y a deux composants. On regarde ici R2, X, dans le repère global. Et enfin, la dernière pièce, c'est aussi une poutre. À l'une de ces extrémités, elle est encastrée. À partir de là, je peux deviner les efforts potentiellement non nuls. Qu'est-ce que je vais avoir? En fait, R3Y, R3X et la rotation, il y a un M3Z, c'est une petite erreur. D'accord. Et enfin, au niveau de l'appui simple, eh bien, je vais avoir ici un effort vertical vers le bas. D'accord? Donc, en fait, cette étape de schématisation, vous aurez systématiquement à la faire. Objectif, modéliser la pièce, mettre en place les repères, d'accord? Et identifier les inconnus. Ça va? C'est bon? Avec vos collègues, ben là il est 6h15, donc on va s'arrêter là. Et on continuera là. Ah, ça. Je vais chercher des Dans les cycles, vas-y. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir.